Les soldats au front sont comme des malades à l'hôpital. Ils sont en proie à une idée fixe, s'en aller, changer de place et de situation. À défaut de pouvoir rentrer chez soi, chacun s'imagine qu'il sera mieux ailleurs. Alors que peut-être que la plus grande injustice qui existe dans la création, c'est que certains possèdent des ailes. Robert Belessor était le plus excité de nous tous. Il n'arrêtait pas de nous parler des seins de sa sœur. Et qu'est-ce qu'ils ont d'extraordinaire, les nichons de ta sœur? Ils sont beaux, c'est tout, répondait Robert en se glissant dans le sac de couchage que son copain, Ségouana, le fourreur de la rue de Babylone, lui avait fait venir de Paris. Tout le long du jour, on les entendait chuchoter dans leur coin, dehors. Les obus foiraient dans la boue. Dis donc, Belessor, comment qu'ils sont, les nichons de ta frangine? Ils sont beaux. Ils ne sont pas carrés des fois. Ils sont ronds. Et leur bout, comment qu'il est? C'est une merveille. Bourrasque, pluie et neige. Les obus foiraient avec un rauquement de phoque dans le dégel. Les heures étaient longues. Hé, salaud, tu peux pas aller dehors? Et il fait froid! Ne dis que tu as les mains, oui, que tu fais dans ton froc. Non, j'ai tout simplement peur que les poussins rhument. Et puis la ferme, oh l'autre, vaut mieux passer pour un imbécile en ne disant rien que d'ouvrir son clapet et de là dissiper tous les doutes. Ouais, c'est ça. Oh, voyons, lui qui respire la gentillesse. Bah, peut-être qu'il la respire, mais il est vite à bout de souffle. Les heures étaient lourdes. La journée ne finissait pas. De temps en temps, les balles perdues nous arrivaient par essaim. Elles bourdonnaient comme des guêpes et se fichaient au hasard dans la boue avec un petit floc, 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 floc. On avait du mal à croire que cela pouvait être mortel. Comment qu'elle s'appelle, ta frangine? Claire. Quel âge qu'elle a? Elle a mon âge. C'est ma sœur jumelle. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ta frangine? Elle tient une confiserie à Tours. Waouh! Mince!
C'est rien, Bat, hein? Bélessor et Séguana avaient repris leur chuchotement. L'ennui nous écrasait, les obus marquaient le temps. Quand ce fut l'heure de Bélessor d'aller prendre son tour de garde, je sortis avec lui. Qu'est-ce qu'il y a, Robert, qui ne va pas aujourd'hui? La France me dégoûte. J'ai fait ma demande pour aller rejoindre l'armée canadienne. Tu seras gentil de la transmettre au capitaine et le prier de bien vouloir donner avis favorable et d'accélérer. C'est urgent. Je n'en puis plus. Bon. Tu as bien réfléchi? C'est tout réfléchi, j'en ai marre. Imagine-toi que mon oncle ne veut pas que j'aille voir ma sœur quand ce sera mon tour d'aller en permission. Il m'a écrit, il s'y oppose formellement. Et qu'est-ce que tu as besoin d'avoir l'autorisation de ton oncle pour aller voir ta sœur à Tours? Tu ne connais pas mon oncle. C'est un homme terrible. Il n'a jamais pardonné à ma mère d'avoir épousé mon père. Il était jaloux. Il les a traqués toute leur vie durant, fait des tas de misères. Il a rendu ma mère malheureuse, captant son héritage. Quand mes parents sont morts, il s'est emparé de nous, se faisant nommer notre tuteur pour mieux nous terroriser. Ma sœur et moi, mais demande à Séguana. Je lui ai tout raconté, c'est un monstre. Séguana est amoureux de ta sœur, ça se voit. Tu lui en as tellement parlé. Et qu'est-ce qu'il dit de ta demande de passer dans l'armée canadienne? Il va être bien seul, ton copain, si tu t'en vas. Ah, lui, bien sûr, il ne veut pas que je parte. Il m'a dit qu'il allait voir mon oncle faire les démarches nécessaires pour épouser ma sœur durant sa permission et qu'alors nous pourrions vivre ensemble, tous les trois, après la guerre. Il viendrait s'établir au Canada avec Claire, mais... rien. Mais encore... Mais je ne veux pas. Je suis jaloux. Un mois plus tard, l'escouade était de garde de nuit à l'entrée de Proyard. Le poste était installé dans une scierie et les hommes roupillaient dans les copeaux comme des petits Jésus. Bélessor et Séguana étaient chargés d'arrêter les passants sous la route sous une pluie battante. Est-ce qu'elle a déjà connu l'amour, ta frangine? Pourquoi me demandes-tu ça? Mais je ne sais pas, pour savoir. C'est une femme comme toutes les autres. Elle ne sait faire qu'aimer, elle aime l'amour. C'est d'ailleurs ça qui est tragique. Le dévouement de la femme est absolu et l'homme, lui, en a peur. C'est trop immense. J'écoutais d'une oreille, à coquiner au coin du feu, feuilletant le livre du poste qui énumérait la longue liste de suspects circulant dans la région. Madame, avancez, vous avez le mot de passe. Mais qu'est-ce que j'ai à faire de votre foutu mot de passe? Laissez-moi voir mon mari, laissez-moi rentrer. Ne bougez pas, madame, s'il vous plaît, vous avez vos papiers. Vous n'avez pas autre chose à faire que de m'embêter. Laissez-moi entrer. Ne bougez pas, madame. Que se passe-t-il? C'est une femme qui vient voir son homme. Je crois la reconnaître. Je la fais rentrer. Pas possible, c'est vous. Non, n'entrez pas. Excusez-moi de vous tenir sous la pluie. Vous devez être éreinté. Mais qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici, Madame Kupka? Vous avez de la chance de me trouver de service. Allons. Laissez-moi entrer. Non. Il ne vaut mieux pas. Moins il y aura de monde qui saura que vous êtes là, mieux cela vaudra. Mais pourquoi? J'arrive de Paris et ce n'est pas une petite affaire, vous savez. Laissez-moi entrer. Je sais, en plus j'imagine que vous êtes venu en fraude, mais bien sûr, on ne délivre pas de laisser passer. Laissez-moi entrer. Blou, 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 bah. De toute façon, le soldat Kupka n'est pas bien. Il est alité. Une violente crise de foi.
Eh bien, heureusement que je suis venu. Vous ne savez pas comment y faire pour prendre soin de ce genre d'homme. Il est délicat. Le soldat Kupka était d'origine tchèque, artiste peintre de son métier et notre aîné d'un bon quart de siècle. J'ai connu Modigliani, que j'ai rencontré en 1907, rue Lauriston. Il arrivait de Livourne, de son pays, il était riche, il était beau, divinement beau, gai, bien portant. Il ne pensait qu'à jouir et à découvrir Paris. Il était alors versé dans une peinture prolétarienne socialisante, tout à fait à l'opposé de ce qu'il a peint par la suite et qui l'a rendu célèbre. Oh, il en a mis le temps pour trouver sa façon. Faut savoir que l'art pictural est beaucoup plus difficile que l'art militaire, car si nous connaissons tous de mauvais généraux qui ont gagné des batailles, on n'a jamais vu un mauvais peintre faire un chef-d'œuvre. Ah, c'était la belle époque, n'est-ce pas, soldat Kupka? Oui, c'était la belle époque. Il y avait aussi Picasso, qui ne voulait jamais terminer ses tableaux. Il disait que c'était leur donner la poutilla, le coup de grâce. Et puis Cézanne de lui répondre, celui qui n'a pas le goût de l'absolu se contente d'une médiocrité tranquille. Pif, paf, pouf, la belle époque. Et vous, soldat Kupka, que peignez-vous? Moi? Oh, moi je ne peins que des choses qui parlent du bon Dieu. Un beau jour, j'ai eu une véritable révélation. À vos souhaits. Vous voulez mon mouchoir? Ça ira. J'ai eu une véritable révélation. Je me suis dit, Dieu existe. C'est sûr, de toute façon, je n'avais pas le choix, je venais de le voir, alors... Oula... Vous l'avez vu? Et oui, d'ailleurs, ce ne fut pas banal. J'étais en train de peindre une femme nue, caporal. La plus superbe femme qu'il m'ait été donné d'admirer. Je prenais un plaisir fou à la peindre, quand tout à coup, derrière elle, m'apparaît Jésus dans toute sa gloire, comme ça, pouf, sur le mur, au milieu d'une immense lumière. Oula... Et alors, je me suis mis à genoux et je me suis mis à pleurer comme un petit enfant. Et la femme, elle est partie en courant. Elle était vraiment terrorisée. Elle n'avait rien vu, mais rien du tout. C'était un cadeau qui m'était fait à moi, uniquement. Et je pleurais, mon Dieu. Je pleurais de reconnaissance. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Et ensuite, j'en suis devenu totalement fou du bon Dieu. Alors les choses terrestres ne m'intéressaient plus du tout, et alors vraiment plus du tout. On m'a mis la camisole de force, et enfermé à l'hospice, un Japonais a failli m'étrangler. Tous ceux qui paraissent fous le sont, plus encore la moitié de ceux qui ne le paraissent pas. Tu connais Saint Joseph de Cupertino. Saint-Joseph. C'est le patron des examens, n'est-ce pas? Lui-même. Il n'est pas à sa place chez les étudiants. Il serait bien mieux avec les aviateurs. Juste avant de partir pour la guerre, j'étais en train de peindre ses extases. C'est pas facile. C'est la joie d'être avec Dieu qui le soulevait de terre. Toi, tu es écrivain, non, caporal? Oui, de temps en temps, j'écris des poèmes, des choses comme ça. Je taquine la muse. Bien, tu devrais écrire sur lui. Tu ferais un livre formidable. Mais je me souviens que le jour où nous quittâmes Paris pour monter au front, nous contournâmes la capitale pour ne pas avoir à défiler dans les rues sous les acclamations. C'était une phobie de notre colonel.
généraux, on ne vous a jamais appris à obéir sans discuter. Je ne discute pas, colonel, mais les applaudissements tout de même, ça réchauffe le cœur de tout un chacun. Allons, colonel, vous ne discutez pas, Garnero, mais vous avez la langue drôlement bien pendue. Colonel, nous sommes faits pour la tendresse. Nous avons tous un immense besoin de tendresse, vous n'êtes pas d'accord? Et je dirais même plus, l'homme n'est pas vraiment un homme s'il ne sait pas se maîtriser pour donner de la tendresse. Allons, colonel, cessons de jouer au chat et à la souris, un peu de tendresse, quoi. Et arrivé au rond-point de la Défense, Madame Kupka était là. Allons, mon chéri, donne-moi ton sac et ton fusil, c'est beaucoup trop lourd. Mais voyons, que viens-tu faire ici, ma chérie, voyons. Allez, donne-moi ça, je vais me faire toute petite. Ne t'inquiète pas, ils ne me remarqueront même pas. Mais fais-moi une petite place, alors, voyons. Qu'est-ce que c'est lourd? Voyons, c'est absolument grotesque. Ta femme ne peut pas rester au milieu de nos rangs ainsi. Eh ben, va lui dire, quoi. Voyez, mais excusez, Madame Kupka, mais vous ne pouvez pas rester au milieu de nos rangs, hein, vous ne devez pas rester ainsi, s'il vous plaît. Toi, tu te tais, tu regardes devant, hein, et tu ne prends pas la poudre d'escampette. Car, attention, la victoire repose sur nos épaules. Alors, hein, pas de petits chenopans. Ah, non! Le ruban de route se déroulait. On n'en voyait pas le bout. Et Couan, Luzarches, Chantilly, Creil, où Bel-Essor me montra en passant la tréfilerie de son oncle, Clermont, Saint-Just-en-Chaussée, Madame Kupka, toujours bien cachée au milieu de nos rangs. Puis les hommes ont fini par se traîner les ampoules aux pieds, écrasés par les sacs, tombés sur les bas-côtés de la route, refusant de continuer. Cependant que les trains vides nous rattrapaient d'une gare à l'autre. Tchou-tchou! 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 Allez, courage les gars! Tchou-tchou! Courage! Mais j'ai moyen d'y voir, toi, à leur place! Oh, mon Kupka, ils ne peuvent pas te laisser marcher comme ça, indéfiniment! Je vais aller leur dire, moi! Ma chérie, jusqu'à maintenant, ils ne t'ont pas remarqué, c'est un véritable miracle! Je t'en supplie, surtout, ne fais rien! Quand soudain, le colonel eut une idée. Nous allons inspecter les sacs! Et faire jeter tous les effets non réglementaires. C'est Garnero qui disait de lui: ce colonel doit avoir beaucoup d'esprit, car il n'en dépense guère. Car on était à l'entrée de l'hiver. Les ligues patriotiques avaient fait appel au cœur des Françaises. Les sacs des hommes étaient bourrés d'effets chauds, chaussettes de laine, gants mitaines, moufles, tour de cou, cache-nez, passe-montagne, ceinture de flanelle, plastron, en poil de chameau, chandail, tricot. Tout cela étant non réglementaire fut saisi, jeté, mis en tas au bord de la route, arrosé d'essence. Et brûlé.
Cela nous sembla stupéfiant. Mais c'est moi qui ai cousu ça! Mais c'est un chandail pour mon Kupka! Mais ça ne va pas, non? Mais vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je vous en pose des questions! Embarquez-moi cette bonne femme dans le premier train pour Paris! Lâchez-moi! Je t'aime! Mon Kupka! Lâchez-moi! On les aura! Lâchez-moi! C'est ma femme! Je l'ai épousée alors que c'était une fille légère. Je voulais la sauver. Maintenant, c'est moi qui aimerais me sauver. Mais elle me tient par sa cuisine. Caporal, elle connaît tellement de façons de cuisiner. Je n'ai pas fini d'en faire le tour. Elle est épuisante, Caporal. Elle déteste dormir. Elle a même une peur terrible de la mouche tsetse. Eh bien, tu dois quand même en prendre du plaisir, non, Kupka? Oh, voyons, Caporal, ne m'en parlez pas. En tout cas, moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, quand j'ai une véritable insomnie, je vais au théâtre. Et bien alors là, c'est radical. Ma pauvre petite Mimi, la jument indomptée est devenue intraitable. Alors, vous me laissez rentrer maintenant, je n'ai pas envie de mourir d'une pneumonie. Bien, suivez-moi, Madame Kupka. Et vous deux, Bélessor et Seguana, motus, hein. Pas un mot aux copains, c'est juré, sinon ça ferait des jalousies. Promis, juré, caporal. C'est promis, motus et bouche cousue. Bien, alors suivez-moi, Madame Kupka. Floup, flap, floup. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme gadou? Floup, flap, floup, floup, flap. Oh là là, mon Dieu, floup, flou, avec tout ce qu'il a plu, c'est normal, floup. Vous avez de la chance d'être le cul assis sur une chaise, mais imaginez ces pauvres soldats dans le cul dans la gadoue, hein. Ça vous fait bien rire, vous. Oh, puis lui, il est dans un fauteuil même, hein. Alors lui, c'est carrément, c'est le fauteuil de monsieur, hein. Il ne faut pas le déranger. Alors là, c'est carrément... Non mais il y a de quoi faire ici, hein, il y a du beau monde à ce que je vois. Flip. Qu'est-ce qu'il y a comme gadou? Floup. Flap, vous la sentez la gadou? Non, floup. Oh, floup. Alors, est-ce qu'on arrive, bon sang? Floup. Soldat Kupka, devine qui je t'amène. Oh Dieu! Mais c'est Blanche! Mon Kupka. Maintenant, tu ne crains plus rien. Ben, voyons, ma chérie, mais tu es toute trempée. Oh, voyons, tu as fait la route à pied. Mais oui, la route à pied, mais tu vois bien, je n'en suis pas morte. Ce qui compte, c'est que maintenant, je suis là. Et je vais prendre bien soin de toi, tu vas voir. Mon Kupka. Vous êtes bien mignons tous les deux. Et Kupka, pas de blague, hein. Faut que ta femme décanille avant la Diane. Promis, juré, caporal. Ah, Madame Kupka, pendant que j'y pense, vous ne pourriez pas nous faire un de vos bons petits plats dont vous seul avez le secret? S'il vous plaît, Madame Kupka. Oh, maintenant que puis-je vous refuser? Maintenant que je suis dans les bras de mon soldat préféré. C'est gentil, Madame Kupka. C'est Rossi qui sera content. Rossi! Il mange comme 4.
Rossi était un Hercule de foire, mais une bonne patte d'homme. Vous comprenez? Je ne connais pas ma force. Ainsi, quand je la serre la main d'un ami, je peux la broyer. Doucement, Rossi. Mesure-toi que je me dis. Et c'est ce que me répète sans cesse Madame Rossi, quand elle trouve que j'y vais trop fort. Bon sang, qu'est-ce qui t'arrive, Rossi? Calme-toi. Questa pioggia mi fa impazzire. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est l'eau de la pluie qui me coule dans le cou. Ah, tu vas retourner d'où tu viens, saloperie de pluie de merde. Je vais te la casser en deux, ta petite gueule de merde. Je vais te la casser en deux. Ah. Et Rossi était somnambule. Ce qui faisait que les nuits de pleine lune, il pouvait se mettre à courir dans le no man's land. Mais bon sang, Rossi, reviens. Va pas par là sur les boches. Tu vas te faire plumer. Oh là là, Rossi, reviens vite parmi nous. Oh mon Dieu. Mais je vais y aller. Ça sert à rien de crier. Vous voyez bien qu'il ne se réveille pas. Vous êtes complètement fou. Un somnambule en pleine crise. Il ne faut surtout pas le réveiller brutalement, sinon il risque de faire une attaque. Et alors, tu préfères qu'il se fasse dézinguer par les boches plutôt qu'il fasse une attaque? Non, ce que je préfère, c'est qu'on le réveille délicatement. Une bonne vieille recette de ma grand-mère m'a bien appris que, eh bien, il faut savoir siffler. Alors mes amis, sifflons délicatement, ça le fait revenir à lui. Petit à petit, il reprend ses esprits et il sera parmi nous. Allons, mes amis, sifflons, on y va, hein? On siffle. Ah bah alors on y va. Mais tu sais siffler toi? C'est pas facile. Et toi? Sais-tu siffler? Eh ben non, je ne sais pas siffler. Toi tu sais siffler. Oh là là, siffler c'est... Oh, siffler c'est quelque chose. C'est comme ça. C'est ouh là. Je peux chanter à la rigueur, je peux faire la la la. Non, on te demande de siffler, hein. Pas chanter. Mais je ne sais pas. Et toi, tu sais siffler? Moi siffler, ouais. Faut pas trop se moquer les gars quand même, hein. Garnero, lui, quand il dormait, c'était parfois le moment où il parlait le plus. Ernestine, tu m'as dit que les clés étaient sous le paillasson. Ai trouvé les clés, mais pas le paillasson. Ernestine, bon sang, où est-il ce foutu paillasson? Ernestine. Mais quand Rossi devait écrire à sa femme,
Cela pouvait lui prendre 2 ou 3 jours. Il en perdait le boire et le manger, il ne fallait rien négliger de lui, il aurait fait un malheur. Soprafare! Voilà ce que je voudrais dire. Hein? Comment dis-tu? Soprafare! Eh oui, mais moi je ne parle pas italien, ta femme non plus. Comment veux-tu que j'écrive ce mot? Soprafare, ça veut dire quoi? Soprafare! C'est à toi de trouver le mot, c'est toi l'écrivain, non? Soprafare! Eh oui, mais tu pourrais trouver un synonyme, aide-moi, je ne parle pas italien. Sei l'amore che sgorga dal mio cuore, sgorga, sopraffare. Mais bon sang, tu as m'emmêlé à le dire, c'est toi l'écrivain, non? Dis, Bélessor, tu crois que ça lui ferait plaisir à ta sœur si je l'emmène à l'opéra? L'opéra? Pourquoi faire? Je sais pas. Juste peut-être parce que je pense que ça doit être beau. Hein? En tout cas, je suis sûr qu'elle n'y est jamais allée. Tu imagines? Je serai le premier à l'y emmener. Mince. C'est rien battre. Vous n'avez pas bientôt fini, vous deux? Vous ne pouvez pas parler d'autre chose. Non mais sans blague. Un autre ahuri qui ne put jamais s'y faire au tranché, c'était Lang. Lang était le plus bel homme du bataillon. Lang était aussi grand et fort que Rossi, mais Lang, qui était luxembourgeois, était bien proportionné, lui. Élancé, svelte, adroit, il avait les yeux bleus, la peau blanche, les cheveux blonds, et une moustache frisée de Gaulois. La plus superbe et fière moustache que j'ai jamais vue de ma vie. Il était d'horreur sur cuir de son métier. D'après ses dires, il avait fait des ravages dans les ateliers. Les ouvrières ne se comptaient plus qui s'étaient jetées à l'eau après une scène de jalousie durant une partie de canotage sur la Marne. Pif, 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 splouf. Voyons, mes petites chéries, je n'ai que 2 bras. Faites la paix. Blou, 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 blou. Faites la paix. Mais ici, au front, privé d'adulation et des succès faciles auxquels il était habitué, Lang avait tout simplement le cafard. Il dépérissait. Pourquoi s'était-il engagé? Pourquoi? Tout simplement parce que l'uniforme lui seyait. Il s'était fait tirer des centaines de photographies dans des poses avantageuses. Photos qui alourdissaient son sac, mêlées qu'elles étaient aux centaines de lettres de femmes qu'il recevait quotidiennement et dont il nous lisait certains soirs des extraits. Écoutez celle-ci, mes chers amis, elle est gratinée. Mon cher et tendre amour, tu me manques terriblement. Et comment te le dire? Mes cuisses chaudes se languissent de ton retour. Ce n'est pas fini. Quand reviens-tu, mon homme? Tu me manques. Aucun homme ne m'a fait voyager comme toi. Tu m'as fait voyager. Je reste et resterai à jamais ton petit toutou, ta petite chienne adorée, qui au moindre de tes ordres viendra se blottir tout contre toi. Quand reviens-tu, mon homme? Tes lettres me caressent tous les soirs, et je crois bien qu'il n'y a pas un recoin de ma chair qu'elles n'ont visité. Ouais! Faut lui répondre, espèce d'abruti, tu peux pas la laisser dans cet état. Eh bien, je vais lui répondre, tu as tout à fait raison. Bélessor, je vais lui répondre, mon cher et tendre amour, moi aussi je pense bien à toi. Et l'autre jour, sur une crête, à Valmy exactement, nous nous sommes retrouvés nez à nez face à un boche. Et nous sommes empalés sans réfléchir, mais ne t'inquiète pas, je n'ai rien. Une petite égratignure, ça va passer. Ouais, mais tu racontes n'importe quoi. Oh, l'autre, ah ouais, si c'est pour te faire mousser de la sorte, autant que tu traces la moustache avec, hein. Et alors?
Faut bien que je les fasse un peu trembler, ces petites chéries. Sinon, quand je reviendrai, je vais me retrouver bredouille. Ouais, d'accord. Mais ce qu'on te dit, c'est que faut juste pas mentir aux femmes, quoi. C'est tout. C'est la base. Ouais. Surtout que d'habitude, c'est plutôt toi qui trembles, hein. À Hollywood, on classe les vedettes d'après le nombre de lettres d'amour qu'elles reçoivent par semaine. Ce qui explique le sex appeal. On peut pas être vedette, on peut pas être star sans sex appeal. Avoir du sex appeal ne s'improvise pas. C'est un don de la nature, c'est une chance horrible qui tombe sur la femme qui finit par recevoir 30 à 40 000 lettres d'amour par semaine. Et ce jour-là, ces appointements montent jusqu'à l'infini. C'est une chose atroce, moi j'ai vu leur malheur. Je l'ai touché du doigt. Chaque fois que j'ai pu, j'ai conseillé aux Françaises les plus douées qui me parlaient de cinéma, mais de ne pas aller. Mais de ne jamais aller faire de cinéma à Hollywood. Elles n'ont même pas le droit de choisir un bout de ruban. Il y a des spécialistes qui s'en chargent pour elles. Hollywood. Hai fatto sognare tutti. Hollywood. Hollywood. Dis, Lang, pourrais-je te demander un petit service? Peux toujours demander, Seguana, on verra si je te l'octroie. Eh bien... ce serait savoir... pourrais-tu m'aider à écrire une lettre pour la sœur de Bélessor? Ben dis donc, tu es sacrément accroché, Seguana. Eh bien, c'est d'accord. Mais uniquement si dedans, tu me laisses y glisser une de mes photographies. Oh ben non, ce ne serait pas juste. Et effectivement, dans chacune de ces lettres, il glissait une de ses photographies. Sans cesse, il me suppliait, moi, son caporal, de lui en faire de nouvelles, posant au créneau, la baïonnette au fusil. Ou alors, dans un trou d'obus, lançant des grenades. Ou nez à nez avec un vieux macabé en casque à pointe. Ouh! C'est qu'il me ferait presque peur, celui-là. Hein? Ouh! Bon, caporal. Elle est dans la boîte. Alors ce sera tout pour aujourd'hui.
mon vieux. Ne t'en fais pas. Si jamais je vois passer quelque chose pour toi, je te fais signe. Et effectivement, un jour le capitaine me fit appeler. N'auriez-vous pas dans votre section franche un homme susceptible de faire un excellent caporal d'ordinaire, sachant lire, écrire, compter, dégourdi, et d'une honnêteté élémentaire, tout au moins en ce qui concerne les décomptes du vin? Et immédiatement, je songeais à Langue qui n'était pas poivreau. Non! Si tu fais ça, je te paye le champagne. 12 bouteilles! Et le soir même, Langue s'installait à côté du cocher de la voiture de la 6e compagnie qui devait le mener à Bus, à quelques kilomètres à l'arrière, un paisible petit village où le ravitaillement se distribuait la nuit. Langue était fier de ses galons de caporal. Et surtout, tellement heureux de s'éloigner du front. Achète-moi des camemberts. Envoie-moi une paire de bretelles, je n'en ai plus. De la peinture, si tu en trouves, bien sûr. Hé, tu pourrais pas nous ramener des porte-jartelles? Hein? Bah quoi? Chacun son truc, hein. Ne vous inquiétez pas, mes chers amis, je ne vous oublie pas. Allons, caporal, une dernière petite photo pour la route, avec les galons. Les galons! Et le cocher fouetta son cheval. La voiture s'éloigna qu'à un cas sur une route tortueuse. Et ce soir-là, les Boches bombardèrent Bus pour la première fois depuis le début de la guerre. Et le premier obus tomba en plein sur la voiture de la 6e compagnie qui débouchait sur la place du marché. Le cheval, le cocher, Langue furent écrabouillés. On ramassa 2-3 écuellés, de petits débris. Et quelques gros morceaux furent noués dans une toile de tente. Et c'est ainsi que furent enterrés Langue, le cocher et de la bidoche de cheval. On planta une croix de bois sur le tumulus. Mais en revenant du cimetière, wow! Regardez! C'est Rossi, le premier, qui remarqua la moustache de Langue qui flottait dans la brise du matin. Elle alla se coller contre la façade, juste au-dessus de la boutique du coiffeur. Fallut dresser une échelle. Allez détacher ça.
envelopper cette touffe sanglante dans un mouchoir. Revenir au cimetière, faire un trou et enterrer ces poils absurdes avec le reste. Puis nous remontâmes en ligne, dégoûtés. Dire aussi, tu connais Saint-Joseph de Cupertino? Giuseppe, Giuseppe Cupertino. Cupertino. Ah, San Giuseppe de Santa Cupertino. Si, voilà, celui-là. C'était un très grand saint, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une panse pleine pour vous faire oublier les horreurs de la guerre. Hé les gars, regardez ce que je viens de tirer. Un lièvre! Ouah! Cela promet une belle fricassée! Dis, Kupka, ta femme t'a appris une recette pour les cuisiner, les lièvres. C'est Claude Monet qui savait le mieux les peindre. Les lièvres. Nous étions ivres de joie et de fureur. Garneron, son lièvre à la main. Nous le suivions de près quand tout à coup... Nous le vîmes disparaître sous terre, le sol ayant cédé sous lui. Oh, Chaude-Pisse, ça va? Tu n'as rien de cassé? Hey, ça va, oh là là. Non, j'ai rien de cassé, Caporal, j'ai cru que ma dernière heure était arrivée, mais ça va, oh là là. Caporal, j'aimerais bien vous faire une petite tartine de discours, mais j'ai l'impression que sous la tartine, il n'y aura pas beaucoup de pain. Hein. Ouh, je suis désolé, Caporal, je sais pas ce que je fous là, c'est incroyable. Chaude-Pisse, ça va, on est là, on te voit. On l'appelait Chaude-Pisse, faut que je vous dise pourquoi. On l'appelait Chaude-Pisse, rapport à son jour d'arrivée au régiment. Garneron s'était rendu célèbre en s'amenant dans la cour du Bastion 19 avec tout un troupeau de filles, des radeuses, des marmites de la fourche, où ce jeune marlou tenait ses ébats. Allez hop, toi, au trou! Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est un engagé volontaire, un qui vient offrir son sang, qui vient se donner pour la France, et vous le traitez de cette manière. Ah bah chapeau, monsieur l'officier, vraiment chapeau. Eh oui, mademoiselle, la discipline militaire a de ces exigences que vous ne pouvez comprendre visiblement. Allez pleurnicher ailleurs. Ouais, c'est ça, baise-moi le cul, ma bouche est en feu. Allez, va te faire voir. Espèce de gros naze, va, c'est ça, va te faire voir. Eh, clochard. Voyons, monsieur l'officier, faut pas vous mettre comme ça en colère. Vous comprenez, quand je pense à tous ces gens désagréables qui sont partis pour un monde meilleur, hein, moi j'ai juste envie de modifier ma conduite afin d'être sûr de pouvoir aller ailleurs. Allez hop, au trou! Et dès le lendemain matin, Garneron se fit porter malade. Hop, Toubib, j'ai la ch'touille. Tu vas me faire 60 jours de salle de police. Cela t'apprendra. Pendant tout ce temps-là, tu ne pourras pas retremper ton biscuit dans l'outre de pu qui t'a foutu ça. Tu n'as pas honte? Ouais, je sais, c'est profondément édifiant ce que vous me dites là, Toubib. Ouais, ce sont les mauvais gens qui se conduisent mal. Mais tout de même, si j'arrive à faire, je ne sais pas, moi, ne serait-ce que faire couler une petite larme à l'employé des pompes funèbres, j'aurais tout de même gagné ma médaille. Je ne sais pas ce que tu auras gagné, mon petit bonhomme. Mais si tu continues à ouvrir ta grande bouche, tu finiras dans un trou d'obus. La gueule grande ouverte, ça c'est sûr. Ah ouais, Toubib, c'est sûr. Les statistiques le prouvent, hein. L'armée, en temps de guerre, elle perd beaucoup plus d'hommes que d'habitude, hein. Ah, c'est sûr. Et le lièvre?
Et où es-tu? Merde, mais j'avais pas vu! Mais c'est magnifique, il y a des tapis! C'est incroyable! Oh, je croyais crier famine, mais j'étais assis sur un tas de farine! C'est dingue! Il y a même des petits bouquets de fleurs! Qu'est-ce que c'est beau! C'est vrai, hein? C'est une jolie attention d'avoir un bouquet de fleurs. On sait pas pour qui c'est, mais il y a des bouquets de fleurs. Qu'est-ce que c'est chaud, oh là là! Et puis il y a des barriques, les gars, venez voir! Il y a de la bière de Munich! Venez les copains! Venez! Oh ouais! Bénessor! C'est quoi, allez-y! Oh là là, c'est vrai, il y en a des munitions! On va bien rigoler! La bière de Munich, caporal! On voulait faire passer, attention! On fait passer les barriques! On fait passer les barriques! C'est la bière de Munich! On fait passer les barriques! Et en chantant, s'il vous plaît, allez, dépêchez-vous les copains, là! On viendra chercher le reste cette nuit! Ça commence à partir là-haut, on n'a pas le temps! On y va, allez, suivez-moi, que je vous dis! On y va, sortez les gars! Allez, tous à la queue levée derrière moi! Bon sang! On y va, Garneron, suis! Ouais, mais j'arrive, bande de vaches! Je vous dégote de quoi boire! Et il reste pas un pote pour me donner un coup de main! Mais vous pourrez toujours vous brosse! La nuit, la culasse de nos fusils nous brûlait les mains. Nos bras étaient là de balancer des grenades. Saloperie! Ça ne finira donc jamais! Une vigile de Noël. En entendant la musique que des bergers jouent sur leur musette pour fêter la nativité, Joseph de Cupertino se met à trépigner et dans un accès de jubilation extatique, il s'enlève du sol avec un grand cri et il franchit dans l'air la distance d'environ 25 mètres qui le sépare du maître-autel. Et là, arrivé devant la croix, toute dorée, il se met à danser autour et à chanter. Et puis il monte encore plus haut, dans le ciel. Et là, alors qu'il est tout en haut, il dit « Oh, caporal, je te cherchais !» Oh. Tiens, tu veux de la bière? Prends. Où as-tu ça? J'ai été chercher une barrique. T'en veux encore un quart? Viens avec moi, caporal. Qu'est-ce que c'est que ce cigare que t'as dans le bec? C'est Guana. Moi, je ne fume que la pipe. C'était un sorcier que ce Garnero. Il n'y avait que lui pour trouver ça. Il a eu la main heureuse. Il a mis le nez pile au bon endroit. Un dépôt allemand. Il y a bien un cent de barriques et de cigares. En veux-tu, en voilà. Des piles et des caisses. Se soignent bien les boches, tu sais. Regarde ce que j'ai trouvé, caporal. Une lampe électrique. Clic, 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 clic. Éteins ça.
Et Garnero, tu l'as vu? Ah, il est toujours là-bas, étendu dans son tonneau, comme s'il était sous. Ne bouge pas, il ne bouge pas. Il est mort? Ouais, il est mort. Il a la tête emportée, le pauvre. Ce que nous avons sous les yeux est un mauvais Turner. Un Turner d'une mauvaise période, où tous les défauts du peintre sont exagérés, beaucoup trop marqués, mais combien de fois le soleil éclaire les catastrophes à contresens. C'est à croire qu'il s'en fout complètement. Oh mon Dieu, pardonnez-moi, je pêche contre l'espérance. Celui qui ne possède pas la terre promise dans son cœur ne pourra jamais y mettre les pieds. Et un peu plus tard, profitant d'une accalmie, je pris Bélessor, Seguana et Rossi avec moi, et nous allâmes pour enterrer Chaude-Pisse. Garnero n'avait pas du tout la tête emportée. Un obus l'avait juste décaloté. Et il gisait là dans son tonneau comme un enfant, mais tout rouge de sang. Ah, je lui ai remis le scalp en place. Flakatchouk. Schlackerpfenf. Puis nous le couchâmes dans un trou d'obus, le recouvrant de quelques pelletées de terre. Rossi le géant, trimballant 2 tonnelets de bière. On se dépêche. Allons, allons. C'est lourd, c'est lourd. Dis Bélessor, tu crois que ça lui ferait plaisir à ta sœur si je lui offre des fourrures? Je veux dire des belles fourrures. Pourquoi tu me demandes ça, Seguana? C'est mon domaine. Je peux lui en procurer de bien belles, tu sais. 10 années plus tard, j'arrivais du Brésil. Et le paysage si typiquement parisien du boulevard des Batignolles m'allait droit au cœur. J'étais assis à la terrasse de mon petit café, en train de boire aux anges mon petit verre de vin blanc du matin. Quand tout à coup, mon attention fut attirée par un fourgon noir qui remontait le boulevard désert. L'aube tardait à venir, l'ombre se faisait bleue. Le fourgon noir était attelé d'un grand cheval blanc. Et dedans, l'on pouvait entendre « Sire ! Sire !» Arrivé à ma hauteur, le cheval s'arrêta. Nom de Dieu! Caporal! Oh merde alors!
Chaud de pisse. Ah merde, caporal. J'ai souvent pensé à toi. Mais moi, chaud de pisse. Mais qu'est-ce qui... Mais raconte-moi, mais tu es vivant. Oh là là, on voit rien du tout. Ah ouais, vous êtes une belle bande de vaches, hein, mon salaud. Mais comment ça, mais tu es garçon. Vous me remettez la même chose, vous me rajoutez un verre. Mais raconte-moi ta résurrection. Ouais, vous êtes une belle bande de vaches, hein. Je me vois comme si tout cela m'était arrivé hier. J'étais en train de faire rouler mon tonneau de bière. Et vous me plaquiez comme des dégueulasses, moi qui étais en train de vous fournir à boire, je vous gueulais après. Quand ce bon Dieu d'obus m'a fait rentrer la voix dans la gorge, cela m'a renversé, la bière me coulait de partout, mais surtout sur le visage. Et je pouvais plus gueuler. Ma voix rentrée m'étranglait. Je suffoquais. J'ai dû me débattre. Et puis pouf, je suis tombé dans le noir. Quand je suis revenu à moi, je pouvais pas ouvrir les yeux, cela me poissait sur les yeux, et je pouvais pas bouger, même pas remuer le petit doigt, je pouvais toujours pas gueuler. Ma voix rentrée m'étranglait. Enfin, je pouvais plus rien, quoi. Alors je sais, caporal, de temps en temps, il faut savoir se reposer, de ne rien faire. Mais tout de même, sur son lit de mort, l'homme doit songer à élever son âme vers Dieu, plutôt que de songer à élever des poulets. Ouais, je l'aime bien, celle-là. Alors j'ai songé au châtiment divin. Je me disais, aïe, 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 l'avenir ne sera plus ce qu'il était. Et là, je vous ai entendu, je vous ai immédiatement reconnu. Il y avait la Bélessor et son copain Séguana. Bélessor était énervé, ça s'entendait. Séguana, il avait un tremblement dans la voix, ce qui m'étonnait pas de lui. Je devais pas être beau à voir et Séguana était sensible. Et puis j'entendais aussi la grosse voix de Rossi, cette vache qui disait qu'il fallait chercher le tonneau. Ouais, c'est sûr, ce sont les habitudes d'autrui qui ont le plus besoin de réforme. Ouais. Alors je me suis dit quoi, ils vont m'emmener et j'en aurais pleuré si j'avais pu. Mais j'étais raide, comme un manche à balai. Alors vous m'avez pris, puis vous m'avez soulevé, et vous m'avez planté dans le trou d'obus. Est-ce que j'étais mort, caporal? Ben là, je l'ai cru, hein. Quand vous m'avez flanqué les pelletés de terre sur la figure et que je vous ai entendu vous les éloigner, et puis je t'aurais bien foutu sur la gueule. Quand t'as dit que j'étais mort, déjà les copains qui étaient venus avant, vous chercher de la bière avaient dit ça en passant, et que j'avais pas pu me redresser pour les traiter de couillons et leur dire que ce n'était pas vrai. Mais toi, quand t'as dit ça que j'étais mort, mais vraiment, je t'aurais bien, alors la bousillé entièrement. Puis je sais pas ce que tu m'as fait, t'as pris le truc qui me poissait le visage là, tu l'as rebattu par derrière en me pressant, en l'attachant fort. Oh là là, m'a fait si mal au sommet du crâne. Ah, j'aurais gueulé comme en enfer, hein. Si ma voix avait voulu sortir, moi je pouvais plus. J'étais mort, j'étais en train de mourir. J'avais l'œil qui tournait quand tout d'un coup, une douleur fulgurante m'a fait revenir à moi. Un bon Dieu d'obus m'a emporté la jambe. Plouf, il m'a envoyé dinguer à 100 mètres. Splouf, et je me suis mis à gueuler, parce que ma voix, elle sortait. Alors on est venu me ramasser, mais si vous, salauds, n'étiez pas venu me changer de place, jamais le deuxième obus m'aurait trouvé justement là, pour me prendre la jambe et me rendre la voix. Et j'aime mieux parler que de courir. À la tienne, caporal, tu ne l'as pas fait exprès, mais tu m'as tout de même sauvé la vie, hein. À la tienne, vieux. Oh mon Dieu, quelle histoire. Et le lièvre? Comment tu te souviens du lièvre? Mais diable, nous t'avions enterré avec. Ça, c'est gentil. Le lièvre, bah, ce sont ces connards de brancardiers qui l'ont fauché, qui l'ont boulotté. Et les autres? T'as des nouvelles des autres? Raconte-moi les autres. Comment que ça s'est fini là-bas? Rossi, par exemple. Rossi. Rossi! Rossi! Je viens de recevoir du courrier. Ouah, caporal, faut me la lire. Moi, non est possible. Je sais bien, je vais te la lire. Cela vient de l'état-major, visiblement. Flop. Et voilà, j'en étais sûr, mon vieux Vénard, tu peux partir en permission. Et vero. Je
je vais pouvoir retrouver Madame Rossi. Sono così felice. Non racconti barzellette, Sono così felice. Sono così felice. Je tremble de ne plus peindre. Cela me manque terriblement. Je ne pensais pas que ce serait aussi dur. Oh mon Dieu! Tu m'as donné la peinture aux autres, tu peux bien leur donner tout le reste. Moi, cette emprise me suffit. Oh, Kupka! Va bene, cling, 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 cling. Va bene, pouillasse, bluff. Et Rossi Fugioa était allé s'installer à l'écart, sous une vieille souche noircie. Il allait passer la nuit à manger et à épuiser ses provisions. Que diable! Il n'allait rien laisser. Un peu après minuit, une patrouille allemande nous lâcha une volée de grenades au petit bonheur. Et l'une d'elles éventra Rossi. Quand nous accourûmes, il ne vivait déjà plus. Notre ahurie s'était vidée dans sa gamelle. Mais cela valait mieux pour lui. Car le lendemain, les permissions furent annulées. Notre géant furieux eût sûrement fait un malheur. Un vrai. 3 mois. 3 mois s'étaient écoulés. Belessor n'avait toujours pas reçu de réponse à sa demande de transfert dans l'armée canadienne. Il couvait un cafard monstre. Tu ferais pas mal d'aller voir l'oncle de Robert à Creil. Puisqu'il paraît que tu vas être le premier à partir en permission, tu pourrais lui parler, caporal. J'ai peur pour Robert. L'autre jour, il avait envie de s'envoyer une balle dans la tête. Il n'en peut plus. Séguana et moi étions embusqués dans un trou d'obus. Bien en avant des lignes, nous avions tiré à l'aube un salopard perché dans les arbres de la route nationale. J'ai raconté ailleurs combien Tillolois était un secteur pépère où il ne se passait jamais rien, à peine une volée d'obus à midi sur Beuvreigne, jamais un coup de fusil, tant et si bien que les hommes avaient pris l'habitude de faire la sieste dans l'herbe. Et moi-même, j'allais roupiller dans mon gourbi construit sous un hêtre rouge dans le parc du château. Vous irez voir tout à l'heure. Et souvent, là, sous ce gourbi, je rêvais que je volais comme une mouette. Je prenais mon vol au-dessus du bassin du port de la ville de Neuchâtel en Suisse. Et je planais. Et je virevoltais. Et je me livrais à des évolutions très agréables, un peu vertigineuses, plongeant au ras de l'eau, ou m'élevant très haut en l'air, jusqu'à la hauteur des peupliers qui bordent le quai gauche du bassin, devant la façade ouest du musée Pury. Cette façade, sans fenêtre, tout en lourde maçonnerie, m'attirait au point que j'allais étourdiment y donner de la tête, ce qui, boum, bien sûr, me réveillait en sursaut. Enfin, c'était la vie en plein air, mais depuis quelque temps, un salopard nous tirait dessus en plein jour, parfois mouchait un homme. L'inconnu devait avoir le diable au cœur pour se livrer à ce sport, ou comme nous, s'ennuyer à périr. Et c'est ainsi que nous nous trouvions dans notre trou d'obus, ayant tiré notre gibier à l'aube, comme il s'installait dans son arbre, d'un double coup de fusil. La journée était longue, chaude. Nous n'avions rien à boire. Le soleil de juillet pendait dans le paysage vide comme une médaille ironique chauffée à blanc. J'aurais donné mon tour de partir en permission pour un bidon de pinard. De temps en temps, Séguana braquait les jumelles
t'es le meilleur fusil de la compagnie pour avoir pratiqué le tir au pigeon. Seguana n'était pas courageux, mais il était brave. Il est toujours là, il ne bouge pas. Pourvu qu'il ne soit pas mort, je voudrais bien l'entendre parler, savoir qui c'est. C'est la première fois que je tire un homme de sang-froid. Je l'ai visé dans l'aine. Et toi, caporal? Moi, je l'ai visé au défaut de l'épaule, pour lui faire lâcher prise. Il a dû se casser une patte en tombant. C'est pourquoi il ne bouge pas. Oh, je préférais l'entendre crier, appeler au secours. Robert m'a dit que tu voulais épouser sa sœur, c'est vrai? Ah, il t'a dit ça, caporal? Et alors, tu lui as écrit? Je lui ai écrit, mais elle ne répond qu'à son frère. Elle ne parle jamais de moi. C'est à croire qu'elle est amoureuse de Robert. C'est une drôle de fille, hein. Mais elle a de jolis seins. Tu les as vus? Oui? Non? Enfin... en photographie. Tais-toi. Passe-moi la lunette. Dans les jumelles, je distinguais très bien un petit tas gris au pied d'un arbre. Un boche qui se remuait et se retournait sur le ventre. Mais tu vois bien qu'il n'est pas mort s'il traverse la chaussée en rampant. Envoie-lui une balle dans la peau, il ne faut pas qu'il se trotte. Seguana tenait son fusil prêt. Mais loin de se trotter, le soldat blessé s'affala dans l'herbe. Il doit avoir la patte cassée. C'est pourquoi il ne bouge pas. Tu sais, je crois que tu tiens ta permission. Qu'est-ce que tu préfères? La croix de guerre ou une perme? Mais cette question... La perme, pardine. Et qu'est-ce que tu en feras? Tu iras à Paris? Non. J'irai à Tours. C'est non sérieux? Bien sûr. Ouais, on dit ça. Non, je t'assure, caporal, c'est sérieux. Je croyais que t'étais un vieux marcheur. Non, caporal, après la guerre, on aura envie de vivre tranquille. Ouais, c'est ça. Non, caporal, je t'assure que c'est sérieux. Mais alors pourquoi est-ce que tu ne vas pas voir l'oncle de la jeune fille à Creil? Mais j'aime mieux que tu y ailles, toi, caporal. Tu parleras bien mieux. Faut lui dire qui je suis, que j'ai une belle situation, que mon affaire marche bien, que je fais de gros bénéfices, que j'ai une riche clientèle. Il faut aussi lui parler de Robert et plaider sa cause. Dis à l'oncle que je suis prêt à épouser Claire et que nous partirons nous établir au Canada. Mais le Canada, c'est le pays des fourrures. J'ouvrirai une belle boutique à Montréal. Je lancerai la mode de Paris. Claire et moi prendrons Robert avec nous. Ainsi, il retrouvera un foyer et il sera sauvé. C'est Garnero qui disait de Seguana. Ouais, Seguana, il est tellement généreux, il serait capable d'offrir des confettis à la sortie d'un cimetière. Tu parles. Tu as complètement oublié où tu es. Si tu recevais une balle perdue, adieu vos vaches, cochons, couvés. La sœur de Bélessor qui a de si jolie nénée, mon pauvre vieux, je crois que c'est l'heure, il faut y aller. En effet, c'était l'heure. Les Allemands devaient avoir le soleil dans l'œil. On pouvait se risquer jusqu'au pied de l'arbre et aller cueillir le pauvre type qui gisait. Je m'étais muni de cisailles pour passer à travers les barbelés. Je disais à Seguana de rester là. Je lui donnais mon fusil, lui recommandais de tirer dans le tas, de ne pas perdre notre oiseau de vue. Et si je ne suis pas de retour à la nuit tombée, tu rentres seul, compris? Tu vas savoir t'orienter. Crénom de nom. Qu'est-ce que j'ai soif! Le réseau fut facile à franchir. Il était ténu, improvisé, néanmoins je marquais un temps d'arrêt car on ne sait jamais, un fil de fer peut faire agir une sonnette d'alarme ou faire partir un pétard, une mine. Rien n'arriva. J'avançais sur les genoux, puis debout, courbé en deux. La soirée était douce. Des alouettes tombaient du ciel. Elles battaient des ailes. Et elles chantaient. C'était des trilles d'amour. Komm raus, son camp, schießen-wir! Je parlais allemand. De temps à autre, à l'état-major, je servais d'interprète, puisque ces messieurs n'avaient pas jugé bon d'apprendre l'allemand. Depuis le temps qu'ils se préparaient à faire la guerre, je me demande contre qui ils s'imaginaient un jour avoir à se battre. Contre les Chinois. Non, ils n'avaient pas davantage appris le chinois. Ne vous inquiétez pas. Debout, tâche de marcher droit. Lève la main, lève la droite. Je ne peux pas. Je suis blessé. C'était un tout jeune homme. Il avait une balle dans le haut du bras droit, au défaut de l'épaule. Exactement là où je l'avais visé.
Seguana aussi ne l'avait pas raté. Il avait une seconde balle dans le ventre, il avait beaucoup saigné. Son visage était exsangue, barbouillé de sueur et de terre. J'ai soif! Et moi donc! Mais salaud! C'est avec ça que tu nous tires! Tu te crois donc à la chasse aux fauves? Tu n'as pas d'autres armes? Nein, nein! Pas de rigolo, pas de grenade. Nein, nein! Comme moi, tu es un premier canard. Ein Gefreiter! Ya, ya! Debout! Et tâche de marcher droit! Je ne peux pas, je dois avoir la jambe cassée! Ça ne m'étonne pas! Tu t'es pris pour Saint-Joseph de Cupertino! Connais pas! C'était un très grand saint, un as, un champion de l'aviation. À ce jour, il est le seul à avoir accompli le vol en arrière. Tu te rends compte? Tout ça au XVIIe siècle. Je ne comprends pas. C'est pas grave. Fallait pas y aller, mon vieux. Merde. Voilà que maintenant je dois trimballer monsieur sur mon dos. Jamais je n'oublierai cet équipé avec ce Boche qui me pissait dans le cou, un sang chaud, dulçâtre, gluant et écœurant. Cette fois-ci, j'ai eu beaucoup de mal à traverser les barbelés car je m'étais mal engagé. J'ai dû décharger mon blessé, me frayer une nouvelle voie à coups de cisaille, revenir sur mes pas, repartir, reprendre le pauvre type, repartir à la sauvette. J'avais fait beaucoup de bruit. Et je n'en revenais pas que personne dans aucun camp ne nous eût encore remarqué. Enfin, je le balançais dans notre trou d'obus. Ah! Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est le pape? Qui est? C'est ton homme. Il a ta balle dans le ventre en tout cas. C'est un dur, durant tout le trajet, il n'a pas poussé un gémissement. Arrange un brancard avec nos fusils. Ne t'inquiète pas, pauvre vieux. Je vais te mettre un tampon, puis je vais te panser l'épaule. Puis tu fileras à l'hôpital, vénard. Est-ce que je te fais mal là? Oh, c'est bon. Comment t'appelles-tu? Je suis un autre. Je suis allé à Hambourg. J'ai travaillé dans une banque. J'ai fait un stage en Angleterre pour apprendre l'anglais. Ah, you speak English? Yes. And you? What do you do in civilian life? Me? I am a writer. And your camarade? Lui, il est tailleur pour dames. Tailor for ladies. C'est lui qui vous a décousu le ventre, hein? You are from Paris? I know Paris. Sans blague. Yes. I came for holidays at Easter. Naturally, mission spéciale, hein? You're a spy. No, I am not a spy, I am a volunteer. Nous aussi, nous sommes des volontaires, mais nous ne sommes pas armés comme vous. Dis donc, Seguana, toi qui t'y connais, ce que tu as vu avec quoi ce gaillard nous tirait dessus? Un fusil à lunettes. Ce n'est pas une arme de guerre, je crois que son compte est bon, n'est-ce pas? Laisse-le tranquille. Mon brancard est prêt. On y va. On y va. Allez, doucement, vieux, doucement. Halt! Schnurre! Bon sang, tu entends cette vache? Il gueule pour ameuter les siens. On se trotte. On fait un 300 mètres air. Ram pam 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 ram pam ram pam ram pam 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 pam. Ram pam pam ram pam pam. Taripata ram pam pam ram pam pam. Taripata ram pam pam ram pam pam. Ram pam pam. Pam pam pam. Ram pam pam. Attention les copains. Il y a un prisonnier, il est blessé. David, descends-le à l'infirmerie, j'irai prévenir le commandant. Seguana, à la tienne, vieux. À tes amours. À ta perme. À ta croix de guerre. Mais Seguana n'avait pas soif. Sans un mot, il redescendit dans son abri, retrouvait Robert,
Parle-moi encore de ta sœur et de ton chien. Le vin était bon et j'avais soif. Dieu, ce que j'avais soif. Toi aussi, t'as soif? Le problème avec les chiens, c'est que c'est toujours eux qui ont le dessus, hein. Les animaux, les pauvres animaux. T'inquiète pas, ta maman vient te chercher. Reste là, bouge pas. Non, bouge pas, on t'a dit. Je ne veux pas partir, bon sang. Voilà. Où est-ce que j'en étais? Parle-moi encore de ta sœur. Dieu, ce que j'avais soif. C'est diabolique, hein? Quand on revient d'une pareille expédition, les sentinelles vous regardent passer comme si on était des revenants. Ils ne vous envient pas, ils ne vous plaignent pas. Ils vous contemplent avec une secrète horreur, voire du dégoût. Et beaucoup de stupeur. Enfin bref, on est vanné. Un général va quand même nous féliciter et distribuer au hasard 7 croix de guerre. À qui dois-je les remettre? Veuillez m'excuser de ne pas en avoir davantage. Dans le courant du mois de juillet, je partis enfin en permission. J'étais de la première fournée. Et même si l'oisiveté est le principe absolu de la perfection, je ne pus m'empêcher de faire des recherches tous azimuts sur Saint-Joseph de Cupertino. Je l'aimais bien, celui-là, je l'avais dans la peau. Et à mon retour au régiment, Robert Belessor n'était plus là. Le fameux ordre de transfert dans l'armée canadienne était enfin arrivé. Robert se trouvait pour le moment dans un camp d'entraînement en Angleterre. Regarde, caporal, une lettre de Robert. Il est en Angleterre, dans les chars, les tanks. Il fait même des petits dessins sur la lettre. Et alors, il ne parle pas de sa sœur? Non. Mais entre-temps, moi aussi, je suis allé en permission. Et alors? La petite, tu l'as vue? Nous nous sommes fiancés. Mais félicitations, mon vieux. C'est ta croix de guerre qui t'a valu ça? C'est un baiser. Oh, bravo. Cela s'arrose. Mais vous savez, caporal, je ne fréquente plus les camarades. C'est tellement rare le bonheur dans la vie. J'ai peur que cela se voie. J'en suis gêné. Je veux pas qu'il soit jaloux. Et Robert, il le sait. Claire m'a fait jurer de ne rien dire. Elle lui écrira plus tard. Mais un mois plus tard, Seguana a été tué lors de l'attaque de la ferme de Navarin, où moi-même, je perdis mon bras
planté dans l'herbe, comme une grande fleur épanouie, un lys rouge, un bras humain tout ruisselant de sang, un bras droit sectionné au-dessus du coude, dont la main encore vivante fouissait le sol des doigts, comme pour y prendre racine. Dès que je le pus, j'écrivis à mademoiselle Claire Bel-Essor, confiseuse à Tours. Je ne reçus pas de réponse. J'étais encore en traitement à l'hôpital quand j'appris par une lettre du front que Robert Bel-Essor était tombé de son char, avait été écrasé par son tank lors de manœuvres de nuit, quelque part en Angleterre. J'écrivis à mademoiselle Claire Bel-Essor, confiseuse à Tours. Je ne reçus pas de réponse, et pourtant c'était les premières lettres que j'écrivais de la main gauche. Après ma réforme, j'allais alors un jour à Tours pour rendre visite à la sœur, à la fiancée de mes camarades. Et une fois installé dans le train, à l'autre bout du compartiment, je vois Madame Kupka. Oh. Madame Kupka, vous aussi vous allez à Tours? Non, je vais à Montrésor. J'ai de la famille là-bas. C'est dur, vous savez, tellement difficile. Pourquoi est-ce si difficile? Que se passe-t-il, Madame Kupka? C'est mon soldat. Mon soldat, moi, il n'a plus toute sa tête. Un jour il va et je ne sais pas quand est-ce qu'il revient. Pourtant, lui qui aime tellement ma cuisine, oh, c'est si difficile. Tiens, ben, vous avez perdu votre bras? Eh oui. Et vous savez, il aurait été heureux de l'apprendre. Parce que ça ne m'a pas empêché de commencer le livre sur Saint-Joseph de Cupertino. C'est Kupka qui m'a donné l'idée. Et puis nous continuâmes à bavarder comme de bons vieux amis. J'ai pour amant un ange du ciel qui me couvre de ses ailes. Je ne sais pourquoi je me récitais ce petit passage de l'office de Sainte-Cécile en descendant du train. Je n'eus aucune peine à trouver la confiserie que je savais être sur la place de la cathédrale. J'entrai dans la boutique, ma foi, fort bien achalandée. Une grande femme en deuil, ayant en broche sur une poitrine proéminente la photo d'un poilu inconnu, se porta à ma rencontre. Mademoiselle Bel-Essor. Mademoiselle Bel-Essor n'est plus là, j'ai pris sa succession. Oh, comme c'est ennuyeux, je suis le caporal de son frère. J'arrive exprès de Paris, vous ne pouvez pas me donner son adresse. Elle a quitté Tours, je voudrais beaucoup la voir. Comment? Vous ne savez pas? Asseyez-vous. Ce n'était pas encore l'heure du thé. Et tout en me faisant grignoter des petits fours, déguster un verre de Xérès et manger des bouchées au chocolat, la nouvelle confiseuse qui était veuve de guerre me raconta comment Claire s'était pendue dans son fournil. Le jour où un message officiel d'Angleterre lui apprit la mort atroce de son frère. Rentré à Paris, j'écrivis à l'oncle de Robert et de Claire, cet affreux bourgeois dont l'usine à Creil travaillait jour et nuit pour la guerre. Une longue lettre d'engueulade, et lui non plus ne m'a jamais répondu. Les soldats au front sont comme des malades à l'hôpital, ils sont en proie à une idée fixe. S'en aller, changer de place et de situation, à défaut de pouvoir rentrer chez soi, chacun s'imagine qu'il sera mieux ailleurs.
Alors peut-être que la plus grande injustice qui existe dans la création, c'est que certains possèdent des ailes. Dors, mon amour, dors, mon amour, disait la tendre mère. Rêve que le gai printemps succède aux rudes hivers, haïs des pauvres gens. Dors, mon amour, dors, mon amour. Tu n'as sur cette terre que mes deux bras fragiles pour soutien. Ne crains pas le mauvais grain, je suis là qui veille. Je suis là qui veille. Je suis là qui veille. Soirée, ma